Noésis est un podcast dédié à des disciplines, spiritualité, parcours de vie. Parce que Socrate, ce grand philosophe, est une source d'inspiration pour de nombreux thérapeutes. Parce que Rilke, cet immense écrivain, a été un tournant spirituel dans la vie de nombreuses personnes. Parce que les civilisations anciennes d'Orient et d'Occident avaient compris que nous sommes des êtres multidimensionnels et que le visible et l'invisible sont reliés. Noésis s'inscrit dans cette vision systémique de la vie. Si vous aussi vous vous sentez concerné par ce cheminement, je vous invite à me suivre à la rencontre de mes invités. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne ou liker. Cela aide à faire connaître notre travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver toute mon actualité en tant que thérapeute sur le site noesiscoaching.fr. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Carmen Folguera. Bonjour Carmen. Bonjour Fanny, et moi également, très heureuse. Merci de me donner ce temps de parole pour parler d'un véritable trésor qui peut vraiment changer la vie. Enfin, Alors, du moins l'aider énormément. oui, effectivement, parce que en fait, on va échanger aujourd'hui sur notamment sur le I Ching, le livre de sagesse chinoise qu'on ne présente plus. J'avais déjà fait un échange sur ça avec un de vos collègues, on va dire ça comme ça, mais j'avais envie d'avoir une deuxième vision parce que c'est tellement riche que on finit Hmm. jamais d'apprendre des choses. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé tout de suite qui m'a interpellée en fait, parce que vous êtes traductrice, une traductrice du chinois et vous avez traduit justement le I Ching. Et vous avez également traduit ce qu'on appelle les ailes de Confucius, ce qui est assez rare, c'est assez difficile à trouver. Hmm. Vous êtes également professeur de Qigong. Et tout ce qui m'a interpellée, c'est que parmi tous les livres de I Ching que j'ai pu voir, le vôtre, il s'appelle le Joyi intégral. Et ma première question, c'est quelle est la différence entre Joyi et I Ching? Et voilà, comment on peut le raccrocher aussi par rapport à l'origine de ce livre. Finalement, un de ses ancêtres, c'est aussi les carapaces de tortues avec des formules oraculaires. Et puis, ça fait un peu beaucoup de questions dans la même question. Est-ce que le Joey a un lien avec la dynastie des Zhou, qui est assez connue en Chine? Oui, alors effectivement, ça fait beaucoup de questions, mais bon, on va y aller doucement. Alors effectivement, il y a deux dénominations pour ce livre, le Joyi et le Yi Ching, comme vous l'avez bien spécifié. On va commencer par le Joyi. Alors, Jo, ça signifie plusieurs choses, comme souvent les termes chinois sont polysémiques. Donc, Jo signifie la globalité, l'universalité. On pourrait dire aussi, comment dire, ce qui se passe dans le ciel et qui se traduit ensuite sur la terre, donc la ronde céleste continue. Donc en quelque sorte comme un cycle perpétuel. Donc ça c'est le nom, c'est Joe en tant que nom commun. Mais Joe effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est également un nom propre. C'est le nom de la dynastie des Zhou. Alors c'est une dynastie qui remonte au moins au XIe siècle avant Jésus-Christ donc très ancienne. Et en fait, on a appelé ce livre Chōyi parce qu'il a été... alors, c'est pas un livre ordinaire, hein, bien sûr. En fait, c'est une compilation, une synthèse de milliers et de milliers et de milliers d'archives. Et cette compilation a été commencée, donc c'est une compilation qui s'étale après sur des dizaines de générations, hein. Ça a pris, c'est pas, il n'y a pas eu un ou plusieurs auteurs, ça s'est fait vraiment au fil des siècles. Et donc cette compilation a commencé sous la dynastie des Zhou. Donc voilà pour le premier terme de Zhou Yi. Quant à Yi, Yi signifie plusieurs choses également. Ça signifie le soleil et la lune, donc des symboles du yin et du yang. Ça représente le yin et le yang.
Donc, qui dit yin et yang dit nécessairement transformation, mutation, changement. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, euh, en même temps que cette notion de changement perpétuel, il y a également la notion de permanence, de loi fixe, de loi figée. Et quelle est cette loi? Ben, c'est tout simplement la loi de l'impermanence. Donc, c'est pour ça qu'en français, on traduit souvent le I Ching par le livre des mutations ou des changements. Quant à la deuxième dénomination, Yi Jing, alors les deux, Zhou Yi et Yi Jing, sont indifféremment utilisés en Chine. En France, on préfère Yi Jing, alors ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, je vous préviens tout de suite. Mais étant donné que moi j'ai travaillé avec un maître chinois, bah, évidemment, il a pris un maître chinois, mon professeur de Qigong, celui qui m'a initié, enseigné pendant des années un Qigong un peu particulier qui travaille avec l'énergie dite originelle, forcément il s'est tourné vers le nom, enfin vers le titre qui était le plus proche de cette idée d'énergie originelle. Alors le Yi Jing, Yi, donc je vous disais soleil, lune, yin yang, mutation, transformation, et Jing, donc c'est un nom plus tardif, excusez-moi, voilà, je fais des allers-retours comme ça. C'est un nom qui apparaît plus tardivement que celui de Zhou Yi. Il apparaît, si je me trompe pas, sous la dynastie des Han, qui en fait ont cette dynastie a établi ce qu'on appelle des grands classiques, des Jing. Jing, ça veut dire classique, traité, canon. Et donc, ils ont établi notamment cinq grands classiques, cinq Jing, dont le Yi Jing en premier, bien sûr, mais on retrouve également le Tao Te Ching de Lao Tzu, le Huangdi Nanjing, qui est le livre de base de l'acupuncture chinoise, le Li Jing, qui est le livre des rituels, et le cinquième, j'ai oublié, mais ça concernait la poésie. Voilà, donc cinq grands traités. Voilà, donc je vous dis les deux noms de manière indifférenciée sont utilisés en Chine. En France, on a tendance plutôt à appeler ça le Yi Ching. La deuxième question, c'était par rapport au le lien, je crois, entre les écailles, les carapaces de tortue et le Yi Ching. Donc, je vous ai dit qu'en fait, c'était une compilation d'archives, et ces archives étaient représentées notamment par des carapaces de tortue, mais également des omoplates de buffle. En fait, les premiers oracles, pendant les premiers oracles, on utilisait soit des omoplates de buffle, ça c'est plus ancien, je pense, et ensuite des carapaces de tortue qui, au cours d'un rituel, au cours d'une cérémonie, donc le sorcier, chaman, mage, appelez ça comme vous voulez, jetait dans le feu, donc, soit les omoplates, soit les carapaces de tortue, parce que le feu est un élément qui est ascendant. Il part de la terre avec le combustible, mais il monte vers le ciel. Donc il relie voilà, la réponse émanant de là-haut, en quelque sorte. Et donc ces omoplates ou ces écailles se fissuraient sous la pression de la chaleur, et ces lignes étaient ensuite interprétées comme les réponses. Ces mêmes lignes ont donné naissance aux premiers pictogrammes qui sont les ancêtres des idéogrammes chinois. Donc c'était des dessins, des formes de craquelures, hein, des dessins très archaïques, mais donc ce sont donc les ancêtres des idéogrammes. Donc à la limite, on peut dire que le I Ching est à l'origine de l'écriture chinoise aussi. Alors pourquoi les buffles, pourquoi les tortues? On a vite abandonné les buffles parce qu'en fait ils étaient beaucoup moins nombreux. Je crois que dans un troupeau de buffles, les troupeaux ne sont composés que de 10, 15 ou 20 bêtes. Et le buffle a été domestiqué pour l'agriculture. Donc on en avait besoin. Donc voilà. On a abandonné les buffles. Par contre, les tortues, là, c'est des millions de tortues qu'il y avait en Chine, hein. Pourquoi la tortue? La tortue est également un symbole du monde, de la représentation du monde.
avec sa dossière qui est voûtée. Sa dossière voûtée représente le ciel, la voûte céleste, si je puis dire. De même que dans le corps, vous savez bien, entre le macrocosme et le microcosme, on retrouve la même chose, hein. Donc dans le corps humain, on va retrouver la même pensée par analogie, c'est-à-dire que la tête est ronde comme la voûte céleste. Donc le haut du corps va être associé au ciel. Et d'ailleurs, on inspire, on respire par le nez et ça descend jusqu'au poumon. Donc on considère que l'énergie céleste, la partie céleste de l'homme, c'est de la tête jusqu'au poumon. Donc, pour revenir à la tortue, sa dossière voûtée représentait le ciel, et par contre, le plastron, lui, il était plus quadrilatère. Et le quadrilatère, ben, ça représente la Terre. Le symbole archaïque de la représentation de la Terre, c'est le carré. D'ailleurs, on retrouve ces deux symboles, le cercle pour le ciel et le carré pour la terre, dans les anciennes pièces de monnaie chinoises qui s'appellent des sapèques. Alors, j'en montre une, je ne sais pas si on va voir grand-chose. Voilà, une pièce ronde avec un trou carré au milieu. Donc, la tortue, c'était vraiment l'allégorie du monde. Euh, et en plus, donc, les Chinois, enfin quand je dis les Chinois, le peuple chinois, je ne parle pas forcément des intellectuels ou des lettrés ou des... les Chinois sont très friands de légendes et de mythes. Ils n'ont que faire à la limite des datations, hein. Donc il y a une légende très connue en Chine, c'est la légende de Luo Shu, la légende de la rivière Lo qui dit qu'un jour, une tortue émergea de cette rivière et elle portait sur son dos, donc sur la carapace voûtée, elle portait des points, elle avait des points. Et effectivement, quand on regarde les carapaces, il y a des points émergents. Et en comptabilisant, en regardant la disposition des points, leur couleur et le nombre de points, on a établi par rapport à cette apparition de carapace ce qu'on appelle un carré magique. Alors, est-ce qu'il faut faire une petite parenthèse sur ce qu'on appelle le carré magique ou pas? Je ne Je sais pas. pense, je pense. Très, très rapide, enfin très rapide, ça va être difficile, mais bon. Un carré magique, c'est le premier carré magique a été inventé en Chine avec cette légende. Et ensuite, bon, ça a émigré, on va dire, ça a transité par l'Inde, l'islam, c'est arrivé jusqu'en Europe au Moyen Âge, je crois. Et donc c'est un carré, donc le carré de cette tortue, c'est un carré d'ordre 3, c'est-à-dire qu'il est divisé par en trois colonnes et en trois colonnes donc verticales et trois lignes horizontales. Donc ça fait un carré avec 9 petites cases à l'intérieur, 3 par 3. Et à l'intérieur de chacune des cases, il y avait le nombre de points qui étaient sur la carapace, leur couleur, donc si elles étaient noires, c'était du yin, si elles étaient blanches, c'était du yang, et donc le nombre de points, la disposition et la couleur. Voilà. Et donc ça nous donne un carré magique. On l'appelle magique parce qu'en fait, quand on additionne, donc il est rempli par des chiffres, hein, chaque case représentait donc un chiffre, alors de mémoire, la première ligne c'était 4 9 2. La troisième 3 5 7. La deuxième 3 5 7. Et la dernière 8 1 6. Donc, quand on additionne, quelle que soit la manière dont on additionne, c'est-à-dire horizontalement, verticalement ou en diagonale, on va tomber toujours sur le même résultat. Et ici, ce sera 15. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un carré magique. Euh, Et le 15, ça a une symbolique oui, particulière? oui, c'est l'harmonie du ciel et de la terre. Oui, c'est D'accord. l'harmonie du ciel et de la terre. Alors bon, après, on a bon, les carrés magiques se sont développés même en astrologie, je crois aussi que dans les arts.
Je pense notamment à la Sagrada Familia qui se trouve à Barcelone. Il y a tout un pan de la Sagrada Familia qui représente un carré magique, mais dont l'édition arrive au nombre 33, l'âge de la mort du Christ. Mm. Et donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Enfin bon, il y a aussi, il y a eu aussi un médecin, enfin médecin, sage, philosophe, magicien, mage allemand du Moyen Âge qui s'appelait Agrippa et qui utilisait ces carrés magiques, qui en a inventé d'autres. Il en a inventé un pour chacune de nos planètes. Et D'accord. donc, par exemple, le carré magique de Saturne correspond au carré magique chinois, le premier carré magique dont je suis en train de vous parler avec la carapace de la tortue. D'accord. Est-ce Donc, qu'en Chine, il y a la notion de maître nombre? Du coup, ça me fait un peu penser à ça, comme comme vous parlez du 33, hum, qui est considéré comme un maître nombre hum, en hum, 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 numérologie. hum, hum, Est-ce que hum, le hum. 15, il y a un peu cette conception derrière pour les Chinois ou... Alors, on ne parle pas de maître nombre, mais c'est vrai que qu'ils sont très friands de numérologie. Et même aujourd'hui encore, hein, je veux dire, les Chinois sont capables de payer carrément, de donner de l'argent pour avoir soit un numéro de téléphone, soit une plaque d'immatriculation avec des chiffres dits auspicieux. Hmm. Donc, et par exemple, les derniers Jeux Olympiques qui ont eu lieu en Chine, donc c'était à Pékin, c'était le 8 août, donc le 8-8 2008. Ils ont commencé à 8 heures du matin. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment bon. Dans le I Ching, ça va être plutôt le 6 et le 9 qui vont être signes de ce qu'on appelle de mutation et qui sont très importants. Euh, D'accord. et Sachant qu'il y a on, 64 hexagrammes, ouais. du coup, le 6 et le 9, le sens, enfin, on voit bien au niveau de la graphie, ça fait un peu yin et yang finalement. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres raisons? Le 6 c'est un yin qui est dit mutant, donc un vieux yin qui va se transformer en yang. Et le 9 c'est un yang mutant, donc qui va devenir un jeune yin. Mm. Et Et d'ailleurs, si c'est 9, 15. oui, exactement. Exactement. Donc on revient. Bravo, bravo. Exactement. Et en Qigong aussi, enfin dans celui que j'exerce et que j'ai appris et que j'exerce depuis 20 ans, on utilise beaucoup aussi le 6 et le 9 parce que ce sont on fait 6 fois par exemple le mouvement des reins, parce que chaque organe est associé à un nombre, et donc pour les reins, c'est le 6. Donc on travaille soit 6 fois l'exercice des reins, soit par un multiple de 6, 12, 18, etc. Parce qu'on considère que ça va permettre justement de changer l'énergie, de la renouveler et de lui donner un nouveau départ. Voilà. Ou le 9, le 9, c'est, si je vous dis pas de bêtises, c'est pour les poumons. Voilà. Le 9 correspond aux poumons. Voilà. Et donc, si je reviens à ce fameux carré magique qui était sur le dos des tortues, ce carré, on va pouvoir organiser autour, qui est donc une représentation aussi du corps, hein, on retrouve la tête, les pieds, les membres, enfin bon, le ventre. Autour de ce carré magique, on peut organiser les 8 trigrammes qui composent donc la base du I Ching, hein, les 8 trigrammes en forme de rosace. Et donc, chaque trigramme va correspondre à un de ces carrés. Voilà, voilà, voilà. Donc, il y a superposition et des trigrammes, du corps, de tout cela sur le dos de la tortue. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mages, enfin ceux qu'on interrogeait pour les oracles, jetaient cela dans le feu et donc le résultat se lisait à travers les craquelures. Et donc, c'est toutes ces archives que l'on a conservées, qui ont été conservées, qu'on a découvert, qui ont composé la base du texte, mais qui s'est écrit sur, voilà. C'est un peu comme, ça fonctionne un peu comme l'acupuncture. C'est-à-dire, il y a un livre de base, mais après, les Chinois sont très pragmatiques, très observateurs, et ils sont pas figés. Il n'y a pas quelque chose qui est statique. Donc, en fonction des résultats, c'est pas qu'ils établissent des statistiques, mais bon, ils regardent absolument tous les aspects, temporels, spatiaux, planétaires, enfin bon, tous les aspects énergétiques.
Et à partir de là, ils en tirent des lois, en quelque sorte. Et après, voilà, ça se transforme au fur et à mesure. On ajoute des choses, on en retire d'autres, en fonction de leur véracité ou de Il y leur a une impact. capacité d'adaptation Ouais, ouais, au ouais. texte. Hmm. Et du coup, comme on est parti un petit peu sur sur la numérologie, ça m'intéresserait si vous avez des éléments sur, puisqu'il y a 64 hexagrammes et j'ai rien lu sur le fait s'il y avait un sens au fait que chaque hexagramme porte son chiffre. Est-ce que vous pensez que ça a été fait comme ça ou est-ce qu'il y a vraiment un sens? Il y a pas de hasard. Alors là, je vais peut-être anticiper sur autre chose. On va trouver des explications, mais bon, c'est un peu abscon hein, pour des dilettantes, c'est pas toujours évident. On va retrouver un peu une explication, une logique sous quelque chose qui peut paraître comme une compilation aléatoire. Pourquoi de 1 à 64? Pourquoi tel hexagramme après tel autre? C'est quoi cet ordre? Pourquoi dans cet ordre? On va retrouver ça dans ce qu'on appelle les dizaines de Confucius, qui va donner une sorte de logique, qui va donner du sens. Oui, parce qu'on n'imagine pas une seule seconde qu'effectivement, dans le Yeking, c'est pu être fait au hasard. Non, 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 il y a du sens, hein. Oui. Parce que tout, voilà, tout s'enchaîne en fait. Un hexagramme vient avec l'autre, c'est la conséquence. Après, par exemple, après l'hexagramme 19 qu'on traduit souvent par difficulté, ben, on a le 40 et 40 c'est la libération. Parce qu'on ne peut pas rester tout le temps dans la difficulté. À un moment donné, il faut bien que ça change et voilà, on se libère. Et ainsi de suite. Le 41 c'est la diminution, mais après une diminution, hop, on a le 42 c'est l'accroissement. Il y a donc une logique derrière tous les hexagrammes, hein. Il y a un engendrement. Oui, il y a un engendrement exact. Mm. Et du coup, ben, on a commencé à en parler et c'est une de mes questions. Vous êtes une des rares à avoir traduit les ailes de Confucius, justement. Quelle place vous donnez à ce texte par rapport au reste et qu'est-ce que ça apporte? Vous avez un petit peu commencé à le dire, mais selon vous, de plus à la compréhension du I Ching. Alors c'est une information qui est quand même de fond. Alors déjà, ce sont des commentaires, des suppléments qui ont été postérieurs au texte de base. Euh, alors, on les attribue à Confucius, mais on n'est même pas sûr que ce soit lui qui les ait écrits. Ça peut être ses disciples ou voilà, enfin de tendance confucéenne, on va dire ça comme ça. Et ils apportent quand même c'est un système d'interprétation. Voilà. Pour, par exemple, ce que je vous ai dit, comprendre pourquoi cet ordre de 1 à 64 et pas autrement. Les dizaines permettent également de comprendre, de s'approprier, quand on veut approfondir, hein. On n'a pas besoin des dizaines pour consulter le Viking, pour faire un tirage, on n'a pas besoin de ça. Mais pour les gens qui veulent aller plus loin, approfondir, ça permet par exemple de s'approprier vraiment les 8 trigrammes en les connaissant au mieux. Parce que les dizaines vont les décrire, vont donner leurs attributs, leurs caractéristiques. Par exemple, si je prends, je sais pas moi, le trigramme ciel, ciel a pour caractéristique d'être fort, vigoureux, voire autoritaire. Ça représente plutôt, voilà, quelqu'un qui dirige. Alors c'est pas forcément un homme, hein, c'est un trigramme yang, trois traits yang. C'est pas forcément un homme, puisque bon, une femme peut aussi bien être très yang, hein. Mais ça représente cette force. Voilà, cette force, ça représente aussi la créativité, l'impulsion, le départ, le moteur, enfin ça, voilà. Donc les dizaines permettent de comprendre un peu mieux les trigrammes. Si j'en prends un autre, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre n'importe lequel, la montagne par exemple. La montagne, c'est de la terre qui est tassée. Donc le trigramme montagne, c'est deux traits yin et au-dessus un trait yang. Donc les deux traits yin, ça représente la terre qui est tassée. Et le trait yang, ça veut dire que la montagne est dure. Elle est dure, mais elle est stable. Donc c'est le trigramme de l'immobilité. Une montagne, ça ne bouge pas. C'est vraiment et en plus,
ça va toucher, ça va chercher le ciel. Donc ça a quelque chose de méditatif. D'ailleurs, si on imagine quelqu'un qui est en position de méditation, qui est donc assis soit en tailleur, soit s'il a de la chance en lotus, je dis ça parce que moi le lotus, je n'y arrive pas malgré mes 30 ans de pratique, demi, un petit peu, mais alors lotus, impossible. Donc imaginons cette personne assise, on peut l'inscrire dans un triangle au niveau de la forme. Et le triangle, bah, ça représente la montagne. Donc c'est quelque chose voilà, qui est stable, calme, tranquille, qui peut être dur, qui peut marquer aussi un arrêt. La montagne arrête le vent, donc ça peut être un frein aussi. Enfin bon, il y a voilà, toutes ces idées-là derrière le trigramme montagne. Et on a ça pour chacun des trigrammes. Donc les dizaines permettent de comprendre ça et les relations entre les trigrammes. Par exemple, on dit que le feu et l'eau sont à la fois amis et ennemis, c'est-à-dire que trop de feu va éteindre l'eau, trop de feu, ouais, excusez-moi, c'est l'inverse, trop de feu va sécher l'eau et trop d'eau va éteindre le feu. Par contre, si on arrive à les équilibrer, là, ils sont amis. Et le feu, ça représente le cœur, l'eau, c'est les reins, donc on retrouve ça aussi dans le corps, dans la santé, et bien sûr dans les hexagrammes. Donc, vous allez me dire à quoi ça sert de connaître toutes ces caractéristiques de trigramme. Ben, ça permet déjà de mieux comprendre un hexagramme. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire parce que bon, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai écrit un troisième livre sur le I Ching parce que comme j'enseigne aussi, j'avais des retours. Ouh là là, c'est difficile, c'est compliqué, les fameuses dizaines, voilà. C'est pas évident, voilà. Et comme c'est vraiment un trésor, parce que vraiment ce livre, ça a été pour moi un livre de chevet, mais il m'a énormément aidé. Il m'a permis d'éviter des erreurs dans ma vie, de prendre patience, de changer mes visions des choses vraiment. J'avais envie vraiment qu'un maximum de personnes en bénéficient. Et donc, j'ai écrit un troisième livre que j'ai voulu un livre de vulgarisation, mais en conservant vraiment tous les fondamentaux. Et avant chaque hexagramme, j'ai eu l'idée de reprendre un peu l'idée des dizaines, mais à ma manière, c'est-à-dire de décrire pour chacun des hexagrammes. Chaque hexagramme est donc composé de deux trigrammes, et donc de décrire ces deux trigrammes et d'interpréter leurs symboles en une valeur philosophique ou énergétique, pour mieux comprendre ce que veut dire la réponse. Alors, je peux éventuellement citer n'importe quel exemple, hein. On va l'ouvrir au hasard. Allons-y. Oups. Oups. Alors, 29. Oh, oh non, il n'est pas bien celui-là. Non, mettez un autre au hasard. C'est lequel, 16. 29? Parfait, 16. 16 que j'ai traduit par satisfaction, mais qui est souvent traduit par enthousiasme, ce qui est peut-être un peu plus juste que satisfaction. Donc 16, il est composé, on a le tonnerre en haut et la terre en bas. Et donc dans mon introduction, où je parle des deux trigrammes qui composent cet hexagramme, je dis tonnerre en haut s'extirpe de la terre en bas pour exprimer l'enthousiasme et la ferveur inhérents à l'hexagramme 16. Donc on a ce mouvement, un mouvement comme ça qui sort, hein. L'extériorisation est spontanée, mais se doit d'être canalisée pour pouvoir atteindre la place de l'unique triangle, le quatrième. Ce trait représente un sage vers lequel se tournent les autres, les traînines. Satisfaction indique la capacité à réunir et à organiser un groupe, une force. Alors bon, c'est peut-être pas très parlant au niveau du symbolisme des trigrammes, mais si j'en prends un autre comme ça, je pense au 36, où on a le feu qui est sous la terre, lumière voilée. Hmm. Voilà, donc le feu est vraiment la clarté, la lucidité, la lumière est empêchée, momentanément bien sûr, puisque c'est Ouais. toujours provisoire, hein. Tout est éphémère en ce bas monde. Elle est cachée par de la terre qui est au-dessus. Hmm. Donc voilà, donc j'ai essayé à partir des images de ce que représentent les trigrammes de donner déjà,
un peu la tonalité de l'hexagramme. Et je termine ma parenthèse sur ce troisième livre que j'ai écrit. Et pour éclairer encore plus les gens, derrière chaque hexagramme, j'ai mis un exemple de soit de consultation que j'ai donné, soit de mes propres tirages, afin de donner de la matière à l'hexagramme et de le rendre plus vivant. Voilà. Quel est le titre de ce troisième livre? Si vous me La voix. permettez que je le montre, c'est la voix du Yi Jing avec un sous-titre Faire les bons choix en conscience aux D'accord. éditions Le Duc. Mm. Donc pour ceux qui veulent débuter, ça peut être un livre approprié, mais je trouve que les autres aussi sont très bien en fait pour aborder Oui, des... oui, oui, mais c'est déjà pour des gens, enfin, je vais dire une bêtise. Voilà, c'est les autres sont plus profonds, plus, je dirais plus savants, entre guillemets. Voilà, plus savants. global peut-être. Celui-ci, il est à la portée de tout le monde, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des éléments, il y a un élément qui m'intrigue un peu plus que les autres, et d'ailleurs qui est traduit différemment selon les auteurs, c'est Mhm. la brume ou le lac. D'ailleurs, je trouve que c'est assez différent comme traduction. Est-ce que vous avez un avis là sur cette énergie qui sous-tend soit la brume, soit le Oui, lac? pour moi, c'est le lac que, D'accord. en fait, les vitrigrammes racontent un petit peu la naissance de notre planète aussi. Mhm. Et alors, ce ne sont pas des chinoiseries, hein, comme on pourrait le croire. Ce sont des choses qui aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ont été vérifiées par la géobiologie, voilà, par des sciences exactes, on va dire. Et le lac intervient à un moment donné. Alors, d'abord, il y a du vent, il y a beaucoup de vent autour de la naissance de notre planète. Cette tourbillonne, c'est très ventu. Euh, Très ventu. Tac, 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 tac. Et arrive à un moment donné le lac. Le lac, c'est... Ah oui, après, il y a le tonnerre. Le tonnerre, parce que, il y avait des pluies diluviennes au départ, hein. Donc, la terre est inondée. Euh, et, euh, et après, il y a le feu, il y a le magma. Le feu, le magma. Et ça représente aussi le déplacement des plaques tectoniques qui vont donner naissance à la montagne. Et comme il reste de l'eau, de l'eau, de l'eau, le lac va intervenir à un moment donné quand petit à petit cette eau qui recouvre la planète pour la refroidir va être absorbée. Le lac va intervenir pour créer les fleuves et les rivières. Donc pour moi c'est vraiment de l'eau, c'est de l'eau, voilà Après, la brume n'est pas tout à fait fausse comme idée, dans la mesure où souvent les lacs situés souvent dans un contexte dans les montagnes, par exemple, il y a de la brume qui émerge des lacs. Oui, Donc, il y a un donc paysage. c'est l'eau, c'est pareil, c'est la même eau, mais sous un aspect différent. Et ça, ces éléments-là, est-ce que on sait à partir de quand, par rapport à la création du Yeaching, on a commencé à en parler? Est-ce que ça arrivait tard ou est-ce que c'est vraiment dans les Alors premiers? ça, on retrouve ça dans les dizaines. On D'accord. retrouve ça dans les dizaines. Ouais, ouais, ouais. Ah, Mm. donc c'est Confucius qui en a parlé en premier? Confucius ou d'autres. D'accord. Et tant qu'on est sur Confucius, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée aussi. Alors, souvent, enfin, en caricaturant, j'ai envie de dire, on associe Confucius à quelque chose de très pratico-pratique, voilà, c'est Mm, un peu les règles de vie, etc. Et de l'autre côté, le taoïsme, avec l'idée de Wu Wei, etc. Et mm, finalement, Confucius, il parle beaucoup du Tao. Alors évidemment, il y a une différence, j'imagine, entre le Tao et le taoïsme. Mais il y a même dans ses écrits, à un moment, il parle de l'esprit merveilleux. mm. Et là, on voit qu'en fait, il y a une dimension de l'invisible métaphysique dans ses écrits aussi, en fin de compte. Oui, ouais, 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 ouais. Alors, je passe au tutoiement carrément. On peut se tutoyer, hein. On peut se tutoyer. Il y a Li Ching qui nous rapproche.
Tu as tout à fait raison dans la manière de présenter les choses. Tu as commencé en disant, en caricaturant un peu. Alors en fait, c'est surtout notre vision occidentale qui est dualiste, qui aime bien séparer les choses, les classifier, etc. Et c'est pour ça qu'on a tendance à vraiment à dire le confucianisme, c'est ça, le taoïsme, c'est ça. Et c'est vrai quelque part. Ce sont deux systèmes de pensée traditionnels très différents. Mais en même temps, les Chinois, eux, ne sont pas dans cette vision des choses. Ils ont l'esprit qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus nuancé. Et je dirais même plus que cela, ils font feu de tout bois. C'est-à-dire que on dit souvent qu'un Chinois naît confucéen, qu'il se marie chrétien, qu'il devient taoïste à l'âge mûr et qu'il meurt bouddhiste. Euh, donc, donc ça veut bien dire que pour eux, il n'y a pas toutes ces distinctions strictes. Donc deux systèmes de pensée complètement différents et en même temps, il y a des points similaires, des points communs, notamment dans la recherche de ce qu'on appelle la vertu. Alors, des vertus, on pourra en parler aussi pendant, voilà. Si je reprends les écrits de Lao Tzu, euh, il dit, alors je crois que c'est dans le chapitre 38, à vérifier, il dit que vertu supérieure se manifeste, n'étant pas vertu, euh, vertu inférieure ne se manifeste pas, étant vertu. C'est-à-dire qu'il différencie la véritable, si je puis dire, la véritable ou la grande vertu de la petite vertu. C'est-à-dire les dames patronesses, si je prends une caricature, hein, c'est-à-dire les gens qui font la charité pour l'image qu'ils peuvent donner d'eux-mêmes ou pour gagner une place au paradis, ou voilà. Et la véritable vertu voilà, qui est humilité, anonymat, etc. Donc la vertu, c'est un point commun entre le confucianisme et le taoïsme. Euh, L'harmonie aussi. La vertu, l'harmonie, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La compassion, évidemment, la modestie, tout ça, la tolérance, tout ça, ce sont des valeurs qui sont au cœur de ces deux enseignements. Par contre, effectivement, Confucius, lui, il est beaucoup plus... il va être dans la recherche de toutes ces qualités, mais dans le perfectionnement de soi, mais avec un objectif, c'est pour la société. Pour la société, d'abord pour la famille, puisque la famille, c'est la cellule, voilà, qui représente... la société, c'est une grande famille, hein. Donc, il est beaucoup plus traditionnel et l'idée, c'est ça, c'est de vraiment au niveau social. Tandis que les taoïstes, eux, ils ont une vision qui est beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus métaphysique. Donc, effectivement, deux choses complètement différentes, mais en même temps très, très proches. Alors, on dit, hein, légende, pas légende, je n'en sais rien, on dit que Confucius aurait rencontré Lao Tzu, ils sont contemporains, hein, ils sont à peu près de la même époque, et que Lao Tzu l'aurait éclairé sur le I Ching. Alors, bon, c'est pour ça aussi qu'on voit des influences comme ça. C'est pas net et tranché, mais on voit. Et donc, effectivement, il parle de l'esprit merveilleux. C'est quoi l'esprit merveilleux? Ben, c'est quelque chose de l'ordre de l'inexplicable, hein, de quelque chose de magique. Donc, ça relève plus du Tao à la limite que. Voilà. Et Je sais. d'ailleurs, on en avait parlé un petit peu avant de faire l'entretien et vous m'aviez repris quand je vous avais un peu expliqué ce que je voulais vous demander sur, il y a une phrase à un moment de Confucius, pardon, où j'avais compris qu'il parlait du ciel, de la terre et de l'homme, qui est vraiment la base de la triade chinoise, euh, en parlant du yin-yang, du souple et du ferme et au milieu de la bienveillance et de la rigueur. Et vous m'avez dit non, non, parce que moi je l'avais associé au Yiking, vous m'avez dit non, il parle du Tao du ciel, du Tao de la terre, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dedans? Et vous m'aviez dit le ciel c'est Yang. D'ailleurs, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Mais est-ce que finalement, comme on le voit dans le symbole mondialement connu du yin-yang,
avec le petit point qui est, enfin voilà, où le blanc et le noir sont mélangés, est-ce qu'il ne peut pas toujours y avoir, même dans le yang, le Du ciel, yin, un bien peu sûr. de yin Hmm. et vice-versa, comme on voit dans les hexagrammes Bien sûr, avec le bien jeune sûr. yin, enfin voilà, comme une espèce de, voilà, de choses qui bougent comme ça, où tout existe en même temps. Hmm. Même si c'est invisible, c'est comme les étoiles en plein jour, on ne les voit pas, mais elles sont là. Non, non, mais tout à fait, vous avez raison, hein. Ça y est, je suis reparti au vous. On peut associer. Je vais naviguer entre le vous et le tu. Bon, c'est pas grave. Tout à fait. Alors, de par sa nature, le ciel, ben on l'a vu, hein, Ouais. le trigramme ciel, c'est trois traits yang. De par sa nature, le ciel est yang, et puis je vous l'ai dit, autoritaire, ferme, etc. C'est du yang pur. Euh, Maintenant, il faudrait repartir un peu sur la cosmogonie chinoise pour comprendre tout ça. La cosmogénèse est souvent représentée par un schéma. Par un schéma qui se décline en quatre phases dans le domaine de l'invisible, avant d'arriver à la matérialité et au concret. Donc ces quatre phases, la première phase, c'est la phase dite zéro. La phase zéro est représentée par un cercle vide. Euh, et donc, vous savez bien que dans la pensée chinoise, le vide est plein, hein, et le plein est vide. Donc c'est pas un vide qui est vide, c'est pas le néant, c'est pas voilà, c'est pas le néant absolu. C'est un cercle vide, mais qui représente ce que j'ai appelé la vacuité originelle. C'est-à-dire en fait, il est vide mais plein d'énergie. C'est l'énergie dite originelle. Donc tout est énergie, rien n'est formé. C'est vraiment que de la pure énergie. Donc ça, c'est la phase un, la phase zéro, pardon. Ensuite, il y a un mouvement parce que cette énergie, bah, elle bouge, hein. Mais ça se fait voilà, sur des centaines de millions d'années, hein, tout ça. Donc, il y a quand même un mouvement et on arrive à la phase un qui est représentée également par un cercle vide, mais qui est pointé. Le centre est pointé. Et d'ailleurs, c'est le même symbole qu'on va retrouver en astrologie, notamment c'est le symbole du soleil, le cercle pointé. Ou en Inde, ça va être le bindu, le point qui représente le troisième œil. Donc ce cercle pointé, c'est toute cette énergie qui est en mouvement qui se concentre sur ce petit point. Donc on est toujours dans la vacuité, hein, il n'y a toujours rien de formé, mais voilà, les choses vont évoluer. On passe à la phase 2, le mouvement continue, et ce petit point, petit à petit, va devenir comme un S qui va diviser le cercle en deux. Et là, on a l'apparition de ce que les Chinois appellent les deux images, c'est-à-dire les deux polarités, le yin et le yang. Donc, j'allais dire au départ, on n'a rien, je reviens au cercle vide du zéro, rien, on pourrait presque dire que c'est l'ancêtre du trait yang, parce que c'est vraiment, c'est une énergie aérienne, volatile, c'est du yang. Et quand on arrive donc à la phase 2 avec les deux images, le yin et le yang, mais qui n'ont pas de point encore, hein. C'est juste deux poissons, voilà, deux poissons, un tout blanc, un tout noir. Ben là, voilà, on a l'apparition des premiers traits, le trait yang pour la partie blanche, le trait yin pour la partie noire. Cette phase 2, ça va évoluer encore, donc le temps intervient, voilà. Et, euh, et donc, on va passer à la phase dite 4. Et moi, la première fois que j'ai vu ce schéma, je me dis, mais où est passé le 3? On passe du 2 au 4. Où est passé le 3? Et mon professeur chinois m'a répondu, 3 égale 4. Et là, je me suis dit, ouh là 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 là, dans quoi j'ai mis les pieds? Si 3 égale 4. Bon, et en fait, c'est très facile à comprendre. C'est la phase 3 en quelque sorte. Sauf que dans ce cercle apparaissent les deux petits points, donc le point noir dans le poisson blanc et le point blanc dans le poisson noir. Et donc il y a quatre forces en présence. Et là, donc, on arrive à ce qu'on appelle
ce que moi j'appelle des bigrammes, c'est-à-dire deux traits. C'est-à-dire pour la partie blanche naissante du poisson blanc, c'est du yang pur. Pour la partie ronde du poisson blanc très développé, c'est du yang mutant, parce qu'il est arrivé à son maximum de développement et il contient déjà du yin en lui, donc il va se transformer en yin. Et donc, c'est du yang mutant, et pareil pour le yin. Donc, on arrive à quatre forces, voilà. Et après, on va arriver aux huit trigrammes, qui sont les premières forces en présence pour la création, la naissance de notre planète. Donc pour répondre à ta question, oui, effectivement, il n'y a pas de yang sans yin, mais à l'origine, il n'y avait pas, il y avait rien. Il n'y avait rien, sauf peut-être quelque chose de l'ordre un peu plus du yang, quoi. D'accord. Mais je ne sais pas, j'ai perdu de fil quand même quelque chose là. Dans ce que tu me demandais, tu me dis parler des trois trésors, le ciel, la terre et l'homme. Oui, c'est ça. Et puis en fait, c'est vrai que cette conception-là, on la voit dans les hexagrammes, justement avec cette notion de bigramme. On la voit dans Hum, les traits, quoi. hum. Elle se place comme ça. Et ce qui m'avait frappé aussi, c'est qu'à un moment, pour l'homme, alors c'était pas, tu m'avais dit que c'était pas concernant les hexagrammes, mais il prenait les valeurs de la bienveillance. Euh, Qu'est-ce que c'était? La... Bienveillance et justice. Voilà, c'est ça. Hum. Euh, Alors c'est un objectif, hein, parce que déjà à l'époque et même aujourd'hui, on peut se demander qui l'a atteint, quoi. C'est l'objectif ou c'est la place de ce qu'on appelle le grand sage. Mais bon, c'est Idéal, l'équilibre oui, oui, parfait. oui. La place de l'homme est très difficile. On dit aussi que les deux premiers traits d'un hexagramme en bas sont des traits relatifs à la Terre, que c'est bon, que ce sont des choses qui démarrent, des situations qui démarrent. Les deux traits du milieu correspondent à la place de l'homme et que ces deux traits, donc les 3 et 4, hein, qui correspondent à la place de l'homme, sont très difficiles. Ce sont des places transitoires. Et donc, c'est toujours délicat, c'est toujours compliqué, il y a toujours des difficultés. Enfin bon, donc il faut faire avec. Il faut faire euh, avec un objectif, voilà, de bienveillance et justice, certes, dans un idéal, voilà. D'accord. Et pour revenir au I Ching et à sa pratique très concrète, c'est vrai que quand on commence à vouloir faire des tirages, on voit qu'il y a plein de procédés différents. Enfin, Ouais. plein. On va dire deux grands procédés différents qui sont celui des baguettes, que personnellement, j'ai pas essayé parce que ça a l'air assez compliqué et ça prend Mm, pas mal mm, de temps. Mais mm. ça doit être très intéressant peut-être au niveau Ouais, traditionnel, voilà, d'avoir cet objet. Et j'imagine que ça peut mettre dans un état un peu différent, le fait d'avoir complètement. un qui se passe. Et puis les pièces, qui est celui que je pense qui est le plus courant peut-être actuellement. Mm, Et en troisième, toi, tu parles d'une forme de bibliomancie, c'est-à-dire qu'on peut aussi prendre le livre, euh, voilà, au hasard, entre guillemets, et mm, puis que finalement, ça marche aussi. Est-ce que mm. pour toi, tu as une méthode de prédilection? Est-ce que, voilà, ou est-ce que tu penses que, voilà, elles ont tout un sens et toute une En fonction? tout cas, je constate que tu as déjà une bonne connaissance du knitting et une bonne intuition aussi. Ce qui me réjouit. Alors effectivement, ça c'est les trois méthodes les plus banales, je veux dire, les plus utilisées, quoi. Oui. Ouais. Toutes très différentes. Alors en longueur de temps, comme tu l'as justement spécifié, et en longueur de temps et en concentration. C'est-à-dire qu'on va commencer par la plus simple, la plus facile, la bibliomancie. Bon, ça existe. Ça existe et c'est quelque chose voilà, qui existe depuis pas la nuit des temps, mais sous les Carolingiens, on utilisait déjà cette forme de consultation. On n'utilisait pas le Viking puisqu'il n'était pas arrivé en Europe, mais on utilisait la Bible. On appelait ça le sort des apôtres. Alors, si on le fait soi, enfin, voilà, bon, euh, c'est un tout petit peu, enfin, risqué. Il y a aucun risque, hein. Mais disons que la réponse n'est pas garantie à 100%, on va dire ça comme ça. Parce il faut être déjà bien aligné.
Il faut avoir les pieds sur terre, la tête dans le ciel, être connecté avec l'énergie. Et là, on a une chance que ça réponde. Je vais te donner un exemple tout bête. À un moment donné, j'avais une maman, enfin oui, j'avais une maman qui était vieillissante et qui souffrait d'Alzheimer. Et elle faisait ce qu'on appelle des fugues pathologiques. Donc, on essayait de la maintenir chez elle, mais bon, ça devenait très compliqué puisque elle ne reconnaissait pas qu'elle était chez elle et elle partait de chez elle pour rentrer chez elle. Enfin bon. Et donc, bon, voilà, c'est une caractéristique de cette maladie à un temps T. Et donc, à chaque fois que je me rendais compte, bah, j'allais au commissariat faire une déclaration de disparition de personne, etc. Et donc, un jour, j'étais chez moi, ma sœur me téléphone, on essayait de surveiller maman à distance. Et bien sûr, on était présente, mais quand c'était pas possible, on l'appelait une fois chaque heure. Et à un moment donné, donc ma sœur m'appelle et me dit, ça y est, elle est partie. Je dis, mais justement, j'allais me rendre chez maman. Donc, panique à bord parce que bon, à chaque fois, est-ce qu'on va la retrouver, dans quel état, ouais, etc., etc., etc. Panique à bord. Et juste avant de partir au commissariat, je prends quand même le litching et je l'ouvre comme ça, au hasard. Et là, je tombe sur 37 familles. Et famille, mais l'idéogramme signifie aussi le logis, la maison, la demeure, etc. Et là, je me dis, mais il me dit n'importe quoi, justement, elle est plus chez elle. Donc, je referme le livre et je pars au commissariat. En cours de route, ma sœur me rappelle, elle me dit, stop, stop. Maman était chez une voisine, elle habitait dans un immeuble, elle était chez la voisine de palier. Donc, elle était bien à son domicile en quelque sorte, tu vois. Donc ça, voilà. Mais bon, Dans l'urgence, ça peut être une méthode, voilà, dans l'urgence, quand on n'a pas le temps. voilà. Mais bon, je conseille quand même pas vraiment d'utiliser de la bibliomancie. Ensuite, on a le tirage des trois pièces qui est une méthode j'allais dire, moderne. Au regard de l'histoire de la Chine, hein. C'est une méthode qui remonte à la dynastie des Tang, donc à peu près autour du 10e, 11e siècle de notre ère. C'est une méthode assez simple, hein. On utilise trois pièces. C'est une méthode assez simple. Le tirage peut se faire assez, voilà, en 10 minutes, on peut se faire un tirage. Enfin bon. Mais là, déjà, il demande déjà voilà, de se concentrer. On écrit la question, on regarde bien. Bon. Après, il y a les baguettes. Alors moi, j'adore les baguettes. J'adore les baguettes et j'adore l'enseigner. Et les gens adorent ça aussi, bien sûr. Alors là, par contre, faut avoir quelqu'un pour qui montre. Faut être initié entre guillemets. Faut être initié parce que tout seul, voilà, c'est pas C'est vrai évident. que même avec des tutos, des choses comme ça, enfin, c'est pas Oui. forcément facile On à... peut toujours essayer, mais bon, c'est pas quand même pas simple. Et là, par contre, ça demande vraiment une sacrée concentration parce que ça va prendre minimum une bonne demi-heure, voire 40 minutes. Ça demande beaucoup de manipulation, de comptage des baguettes. Donc, il faut vraiment être concentré parce que sinon, là, on se trompe en moins de deux. Ça demande aussi une certaine dextérité au niveau des doigts parce qu'on place les baguettes entre les doigts. Euh, et ça demande quoi d'autre? Concentration, dextérité, et puis bon, d'être soutenu peut-être par quelqu'un qui vérifie qu'on n'est pas en train de se tromper. Mais en même temps, comme ça prend du temps, c'est qu'un silence s'installe, forcément. Forcément un silence intérieur, un silence. Quand c'est en groupe, là on sent il y a quelque chose qui se passe. C'est une forme de méditation. Et autrefois, on prenait ça très au sérieux, hein. Et avant de faire un tirage aux baguettes, on observait 3 jours de jeûne. Donc c'est pas rien, hein, 3 jours de jeûne. Et en fait, il y a deux rituels. Soit on utilise les baguettes selon voilà les explications que l'on a, etc. Et en plus, quand on utilise les baguettes, on reparcourt toute la cosmogénèse, la phase 0, 1, 2, D'accord. 4, etc. On fait ça en même temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très puissant.
Et donc il y a le rituel comme ça avec celui-ci. Et on peut, mais c'est plutôt de tendance bouddhiste, on peut ajouter des mudras, c'est-à-dire des gestes sacrés de doigts. Alors si je me trompe pas, il y a 5 mudras avant de commencer le tirage et 2 mudras quand on termine. Alors tu vas me demander à quoi ça sert. Bah, ce sont des mudras, il y en a un, attends, c'était comment? Voilà, je crois que c'est l'index qui est levé, le pouce sur les autres doigts repliés. Si je ne me trompe pas, c'est ça. On le présente devant soi à droite et à gauche. Et ça, c'est pour expulser les démons. Alors, quand on dit les démons, évidemment, c'est nos propres démons, hein, nos démons intérieurs, nos questionnements, nos perturbations mentales, etc. Après, il y en a un qui est beaucoup plus compliqué. On met les index sur les majeurs, on croise les 2 derniers doigts, les pouces se rejoignent, et là, on tourne carrément sur soi. On fait un tour autour de soi. Ça, c'est pour créer une enceinte. Donc, on imagine une flamme qui nous entoure pour nous protéger. Après, il y en a d'autres de purification. Enfin bon, bref, c'est donc on peut aussi utiliser ces mudras et là, c'est encore plus, voilà, encore plus puissant. Encore plus Donc ça, c'est rituel. les 3 méthodes, mais il en existe d'autres, hein. Il existe aussi ce qu'on appelle la numérologie de la fleur de prunier de Shao Yong. Alors là, là, il faut carrément avoir des notions de langue chinoise. Parce qu'on utilise le calendrier solilunaire, enfin bon, il y a des calculs un peu ardus, enfin bon, c'est un peu compliqué. À partir du calendrier, on peut Ouais, ouais, faire ouais, l'hexagramme ouais, pour ouais, correspondre. ouais, ouais, ouais. Ok. De même qu'à partir du calendrier, on peut calculer son hexagramme de naissance. Oui, là Ouais. j'avais vu, ouais. Ça Euh, marche bien et d'ailleurs, je trouve. ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai inventé 2 autres méthodes en masse. Enfin bon. Après, comme quoi tout fonctionne, hein. Je veux dire, Ah, c'est pas pour dire que je les ai inventés, c'est que tout fonctionne. Je me suis inspirée donc de cette numérologie de Shao Jung. Mais là, ça demande par contre de bien connaître les trigrammes, toutes leurs caractéristiques. C'est-à-dire que voilà, tu te poses une question et puis il faut être attentif aussi à ce qui se passe autour de soi. C'est-à-dire, si on voit des signes soit dans la nature, soit un chien qui aboie 6 fois de suite, ou je sais pas, ou un coq qui chante à une heure indue, on peut regarder l'heure, enfin bon. Et à partir de ces choses que l'on observe autour de soi pendant que le questionnement mouline, chemine. voilà, on peut construire un hexagramme et avoir la réponse. Et encore plus simple, alors ça c'est, j'ai quitté la région parisienne il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, et je me suis installée dans une maison, dans une petite bourgade, et j'ai un petit jardin et une petite véranda. Et donc c'est mon salon de lecture, hein, voilà. Donc j'avais remarqué que pendant que je lisais, il y avait un merle qui venait systématiquement se poser sur un angle de la véranda. Et donc j'ai commencé à discuter avec le merle et je me suis dit, tiens, si je lui posais des questions. Et en fait, je comptais le nombre de sifflements ou de cris du merle et ça me donnait l'hexagramme. Donc, à la limite, voilà, je veux dire, tout peut faire sens à partir du moment où on est dans un bain de... Voilà. Quand on comprend les choses de manière un petit peu plus fine, un peu plus subtile, toute méthode est bonne, quoi. Mm. On peut utiliser synchronicité, etc. Ouais, ouais, ouais. Et il y a actuellement, en fait, c'est vrai que le Witching, euh, il y a beaucoup d'approches plus orientées psychologie, stratégie, Ouais. voilà, qui sont revendiquées. Et d'ailleurs, c'est pas que dans le Wicking, dans d'autres domaines, on le voit, comme le tarot. Moi, je pratique beaucoup de tarot. Et d'ailleurs, j'utilise aussi ça. Mais quelque part, on dirait qu'il y a une espèce de refus de s'occuper, de prendre en compte la partie divinatoire, comme si Ouais. c'était quelque chose de bas, de, voilà, C'est pas sérieux. de pas rationnel, entre guillemets, comme si Ouais. rationnel et irrationnel s'opposaient, alors qu'il y a une sorte de supra-rationnel qui peut tout englober.
tout à fait. Et comment tu l'expliques ça? Et toi, enfin, si j'ai compris, hein, tu l'utilises aussi. À toi, est-ce que tu utilises, voilà, aussi en stratégie? Enfin, voilà, c'est quoi toi ta pensée là-dessus? Le Viking répond à toutes les questions. Donc effectivement, si c'est une question de stratégie, de développement professionnel, j'ai une élève enfin, à qui j'ai donné des cours, qui était coach elle aidait les gens à se former à se motiver pour trouver un emploi. Ben, elle utilisait Litching. Elle m'avait demandé, est-ce que tu crois que je peux? Je lui ai dit, ben, bien sûr, ça sert pour tout. Donc, bien sûr, tu peux l'utiliser. Euh, Oui, donc, c'est pas pourquoi le pas? Viking finalement qui a une couleur particulière, c'est à nous de choisir où on se place et Ouais, selon ça, le Viking donnera la réponse ouais, adéquate. ouais, ouais, ouais. Mm. Mm. Et en Chine, ils utilisent actuellement en divinatoire aussi, c'est Ouais. pareil, En Chine, c'est la divination. la divination chinoise. Ah bah oui, c'est de la divination, bien sûr. Ouais, Mm. ouais. Alors, ça me fait penser à Jung. Jung lui-même ne répondrait pas à cette question parce que il s'est beaucoup penché sur le I Ching, il s'est passionné pendant au moins 3 décennies. Il disait du I Ching que c'était une technique oraculaire, donc divinatoire, ou une technique, comment il disait, une technique d'exploration de l'inconscient. Mm. Alors moi, je ne mettrais pas où, je mettrais où Et et, ouais, voilà. bah oui. Ouais. Mm. Non, bien sûr. Et Mm. on sent que de toute façon, Ça a tous les usages. Alors le problème en France, c'est que bon, la divination, ça peut faire peur. C'est des trucs de bonnes femmes ou de sorcières. Enfin bon, mais en fait, oui, non. il y a une connotation négative, spécialement en France. Ouais. Alors que, voilà, dans d'autres pays, c'est quelque chose de très naturel. Mm. Et justement, tu parlais tout à l'heure du tirage que tu avais fait, par exemple, pour ta maman, un peu dans l'urgence, et tu avais répondu juste. Euh, Mm. Quelquefois, et ça c'est valable hein, pour tous Quel les que soit le profils domaine. de divination, bah, on a la sensation quand même, enfin moi j'ai déjà eu la sensation que ça répondait pas juste, justement. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça ou pas et comment on peut l'expliquer? Alors je dirais pas ça de tout à fait de cette manière. Euh, je dirais pas que ça ne répond pas juste. Je dirais deux choses. Soit on ne comprend pas la réponse. Donc c'est pour ça aussi qu'on conseille d'avoir un cahier consacré aux questions, enfin au I Ching, et de noter les questions, la date et la réponse, parce que ça permet d'y revenir par la suite. Donc il peut y avoir une compréhension postérieure, c'est-à-dire sur l'instant on se dit mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je comprends pas, ça n'a rien à voir avec ce que je demande ou ça n'a pas l'air de coller, enfin bon, et on peut comprendre par la suite. Mm. Donc ça peut arriver. Ou alors ça répond. Ça répond toujours juste, hein. Ça répond toujours juste. Ou alors, ça répond, mais pas à la question posée. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que la question posée peut être trop superficielle ou futile ou sans intérêt pour le leaching. Et donc, il va répondre à quelque chose beaucoup plus profond, beaucoup plus fondamental. Mais moi, ça fait 30 ans que je l'utilise, je n'ai jamais vu d'erreur. Oui, après, je dis ça, enfin, c'est un peu. Il y a une histoire d'interprétation, de compréhension, Ouais. mais des erreurs. Et puis, en général, que ce soit dans le tarot aussi, mais même dans tout ce qui est clairvoyance, médiumnité, etc., on voit que très souvent, il y a beaucoup de pourcentages qui fonctionnent, et puis il y a quand même toujours une petite partie un peu, entre guillemets, aléatoire, entre guillemets. Et finalement, enfin, quand je dis ça répond pas juste, effectivement, en plus, on pose une question à un instant T, mais quelque part, ma question, c'est aussi, est-ce que finalement, euh, la dynamique que traduit le Yetching, elle est posée, définitive, ou est-ce qu'il n'y a pas une part qu'on va encore bouger? Et donc, voilà, elle est encore un peu mystérieuse. Et c'est peut-être pour ça aussi que des fois, voilà, c'était plus dans le sens. Alors, ben, bien sûr, c'est le livre de l'impermanence.
Donc, les situations peuvent changer, les gens peuvent bouger. On pose la même question à deux temps différents, en janvier et en juin, on n'aura pas forcément la même réponse pour la même question. Donc, effectivement, c'est pas quelque chose C'est pour ça que ce que j'aime pas beaucoup dans certaines traductions, c'est qu'on parle du jugement. Oui. Et pour moi, il n'y a pas de jugement. Il y a une réponse à l'instant T, mais il y a pas de jugement, rien n'est déterminé à 100%. Donc effectivement, il y a toujours, comme tu dis, une petite part d'aléatoire Mais enfin, d'aléatoire, je ne dirais pas aléatoire. Euh, une petite part de liberté, entre guillemets, peut-être. Ouais, c'est ça. De... Après, ça dépend des conceptions, mais ouais, Ça moi. dépend des conceptions, ça dépend aussi dans quel état on est. Mm. Si on interroge le viking alors qu'on n'est pas posé, qu'on n'a pas l'esprit calme, tranquille, bah forcément, la réponse ça va émerger aussi dans la réponse. Mm. Mais c'est vrai qu'en en discutant avec d'autres personnes qui pratiquent le yachting, euh, moi j'ai la sensation que le yachting, il y a une tonalité quand même très, pas négative, parce que j'aime pas ce mot, et j'adore le yachting, mais austère des fois dans les réponses et très radicale dans la manière de renvoyer à soi-même. Ah bah oui. Il y a, Il n'y a que la euh, vérité qui blesse, hein. mais même dans le style, d'ailleurs, je trouve que ta traduction à toi est plus ronde que d'autres. Quand on compare les traductions, parce qu'il y a forcément avec le chinois, on peut interpréter certaines choses, on a un peu de marge de manœuvre. Et voilà, il y a une sorte de couperet dans le style du I Ching, je trouve, par rapport à d'autres modes divinatoires. Je dirais pas ça comme ça. Si on regarde tout ce qu'on appelle les formules mantiques, c'est-à-dire des formules qui reviennent d'un hexagramme à l'autre, hein, par exemple, je sais pas moi, persévérance ou je sais pas moi, sans erreur bon, bref, des termes comme ça qui reviennent de temps en temps. Si on fait le calcul des formules positives et des formules négatives, on va voir qu'il y a 2 à 3 fois plus de formules positives que de négatives. D'accord, Quand la formule est vraiment négative, c'est vraiment qu'il faut vraiment respecter ce qu'il dit. d'accord. Je pense notamment, j'avais eu une collègue, parce que j'étais enseignante à un moment donné, institutrice, et j'avais une collègue qui voulait acheter un studio. Et elle m'avait dit, oh, j'ai trouvé un studio. Elle était très emballée, très enthousiaste. J'adore, machin, il est très bien situé, il est parfait, machin. Tu veux pas qu'on interroge? Je dis oui. Je lui dis oui, mais c'est pas un jeu. Attention, ce n'est pas un jeu. Si on l'interroge, tu suis les conseils. Et là, ouh, catastrophe. La réponse, c'était je me rappelle plus quel hexagramme c'était, mais c'était une abomination. On y parlait de brigands, on y parlait de vermine. euh, enfin bon, c'était vraiment la cata. Je lui ai dit non, 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 surtout ne signe pas, n'achète pas ce studio, tu trouveras autre chose, mais pas celui-là. Elle n'a pas écouté, elle a signé. Et elle s'est rendue compte que finalement, les murs, à l'époque, il n'y avait pas de diagnostic anti-termite, etc. Les murs étaient bouffés aux termites, donc la vermine. Les brigands, c'était l'agence immobilière qui voulait pas lui rendre son chèque. Enfin bon, tout était juste, quoi. Je veux dire, Mhm. alors certes, ça avait été radical, ça avait été dur, mais, C'est vrai. mais c'était vrai. Et ça me fait penser ton exemple à un exemple que j'ai moi, pareil, pour quelqu'un qui voulait faire un achat immobilier. Et je me souviens plus de l'hexagramme qui était sorti en réponse, mais c'était quelque chose. La réponse était positive, très positive. Elle donnait confiance, etc. Et en fait, quand on avait lu le texte, je me dis, ça, c'est rigolo. Il y a un vocabulaire un peu céleste, presque religieux. Enfin, je m'étais juste fait cette réflexion. Et puis finalement, voilà, le temps passe et impossible d'acquérir le bien parce que le propriétaire était décédé.
Hmm. Et donc, c'est là où je me suis dit, ok, donc il y avait finalement Niki, il me dit oui, il faut y aller et tout. Mais cette petite musique religieuse que j'avais entendue, ça m'a Hmm. fait penser, sachant que c'était quelqu'un qui était, j'ai Hmm. appris après, Hmm. vraiment Voilà, très c'est une pratiquante. question, voilà, c'est une question Ouais. d'interprétation, de bien Mm. comprendre ce qu'il veut dire aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut dire confiance, etc., dans le projet lui-même, mais peut-être que c'était pas ce bien-là Ouais, ouais, finalement. ouais, ouais, ouais. Et puis il y a des nuances parce que l'hexagramme dans sa globalité peut être positif comme confiance, confiance intérieure, mais après, selon les traits, s'il y a des traits mutants, la Oui. confiance peut être ébranlée. Enfin bon, Oui, il y a tout, à chaque fois, ça raconte une petite histoire avec ouais, des ouais. étapes différentes. Et c'est vrai que des Mm. fois, on dit super, j'ai pas l'hexagone. Et quand on lit le texte des traits, On déchante, on déchante. voilà, c'est plus la même chose quand on tombe sur Mariage de la Cadette, par exemple, Ouais, 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 qui est un hexagramme voilà, assez particulier où on sent bien qu'il n'y a pas la possibilité d'action, qu'il n'y a que ouais, ouais, finalement ouais. l'attitude qui peut aider. Et je reviens sur le fait que tu disais, tout à l'heure, des fois, on comprend pas la réponse ou ça donne pas forcément. En termes de temporalité, c'est vrai que j'ai déjà expérimenté aussi de poser une question sur un sujet qui était important pour moi dans le présent. Et finalement, il me répondait sur un sujet qui était aussi important pour moi dans le présent, mais plutôt, enfin voilà, pas forcément hyper plaisant à devoir traiter. Et en fait, il me mettait l'accent là-dessus. Mm, Il me mm, répondait sur ce sujet-là, même si je mm, n'avais rien demandé, mm. comme pour me dire, bah ça, c'est une priorité en fait. Avant de Exactement. réaliser l'autre chose, il Mm. faut éclaircir ça. Exactement. Mm. Et c'est ça, on voit qu'il y a comme un dialogue qui s'installe. Il voit comme les arrière-plans et l'ombre, en fait. Ouais. Même les éléments qu'on lui donne pas, il y a Mm, comme mm, 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 voilà, mm, un focus sur l'ombre, moi, je trouve souvent. mm. Et parfois, c'est d'une clarté Oui, c'est vrai. effarante, effarante. Et, C'est vrai. ou d'une précision, ou d'une précision. C'est je fais juste un exemple parce que celui-là, moi-même, il m'a scotché, même au bout de 30 ans. Alors, normalement, on ne doit pas interroger pour les autres, hein. Ça se fait pas. C'est pas dans l'éthique, voilà. Sauf, voilà, dans le cas de maman où j'étais paniquée, voilà. Et là, j'avais une élève que j'apprécie énormément, une femme qui avait déjà eu un cancer et qui devait repasser des examens, devait passer une coloscopie, et j'étais très inquiète pour elle. Et donc, voilà, je me suis arrangée avec là-haut. Je me dis, si c'est juste pour savoir si ça va bien se passer, juste, voilà. Donc, c'est vraiment, si on le fait avec bon cœur, voilà, je pense qu'on soulève un peu les interdits. Et donc, j'ai demandé quid de la coloscopie de cette personne. Et je suis tombée sur l'hexagramme 47, mais il faut que je te le dise parce que c'est délirant. Le trait 1 me laisse ébahi. Alors, le trait 1, c'est éreintement, les fesses à terre sous un arbre nu, rentrer dans une vallée obscure, 3 années sans rien voir. Éreintement représente l'anesthésie générale. Les fesses à terre sous un arbre nu décrivent la petite tenue hospitalière. Ce sont plutôt les fesses qui sont nues. Rentrer dans une vallée obscure décrit l'examen lui-même, autrement dit la sonde caméra introduite dans le rectum. 3 années sans rien voir me donne le résultat de la coloscopie. Pas de polype suspect, mais une surveillance préventive qui doit être maintenue. C'était délirant, ça montrait toutes les étapes, et à mon grand soulagement, la personne me confirmera l'interprétation. Oui, c'est C'était bluffant. l'anesthésie, les fesses nues, l'examen lui-même et le résultat de l'examen en une ligne. C'était... Ouais, c'est incroyable. hmm. Et d'ailleurs, je me disais, toi, tu t'en penses quoi de qu'est-ce qui répond finalement quand on fait un tirage? Ah, ah, ça c'est la grande question. C'est la question hyper intéressante, mais c'est la grande question. Bah, moi, je vais te dire ce que je ressens. Après, voilà, je ne détiens absolument pas la vérité, mais pour moi, c'est une évidence. En tant qu'enseignante de Qigong et utilisant l'énergie originelle, je ne peux te répondre que le Tao. Mais bon.
Je sais bien qu'on va dire que peut-être que mon inconscient connaît déjà la réponse, mais que c'est le texte voilà, qui la met en mots, etc. Moi, peut-être aussi que c'est un entrelacement des deux, que c'est pas nécessairement soit l'un, soit l'autre, mais c'est un peu de tout ça. Mais bon, moi, je vis dans une... Alors ça s'est un peu calmé depuis que que je suis dans cette petite bourgade, parce qu'il y a moins d'interactions, il y a moins d'interactions. Mais j'ai vécu les dernières années de ma vie avec des synchronicités, des avalanches de synchronicité quotidiennes, mais des fois, c'en était même fatigant, quoi. Je veux dire, j'en avais 3, 4, 5, 6, 7 par jour. Enfin, bon, c'était... voilà, et des synchronicités évidentes. Je veux dire, c'était pas une histoire, j'interprète parce que j'ai envie. Non, 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 des trucs flagrants, tellement presque, ça pourrait être effrayant pour quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, Et tu penses que voilà. la relation au Yetching peut être Oui, un bien sûr, déclencheur de bien sûr, bien sûr, synchronicité? bien sûr. Tu sais, la première fois que j'ai ouvert un livre, en fait, je l'ai découvert en même temps que le Qigong. C'était un stage de Qigong. Et c'était la version de Wilhelm, donc la première traduction française. J'ai ouvert un livre et j'étais prise un vertige physique, mais vraiment au bord de l'évanouissement. Et je me suis dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis dit, bon, ça doit être le stage où on travaille 10 heures par jour, ça doit être toute l'énergie, tout ça. Bon. Donc j'ai refermé, j'ai reposé. Le lendemain, je reprends le livre. Même chose. Comme si j'étais au bord d'un abîme sans fond, un gouffre infini. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? J'étais un rat de bibliothèque, j'ai lu toute ma vie, j'ai lu des centaines de milliers de livres, et jamais livre ne m'avait fait un tel effet, quoi. Je veux dire, c'était vraiment impressionnant. Et donc, ça a suscité ma curiosité, forcément. Et à partir de là, voilà, ça a été le début de ma relation avec le Viking. Mais oui, oui, j'ai une relation avec ce livre, c'est clair, c'est clair. Quand je traduisais avec mon professeur, quand je traduisais du chinois, j'habitais à Paris dans un appartement et tu sais que les codes d'immeubles sont changés régulièrement. Dans certains endroits, c'est tous les 6 mois, dans d'autres, tous les 2, 3 ans. Moi, j'habitais plus de 10 ans au même endroit. Le code n'a jamais changé et c'était 6, 7, 8, 9 Mm. les 4 chiffres clés quand on interroge. Et qui plus est, devant mon immeuble, sur le trottoir, il y avait eu des travaux, donc ils avaient refait du ciment, et gravé dans le ciment, il y avait YK. Parce qu'autrefois, le Jing s'écrivait avec un K, Yiting. Mm. Donc c'était vraiment gravé dans le marbre, si je puis dire. Et j'avais remarqué aussi qu'au fur et à mesure de la traduction, l'hexagramme sur lequel je m'arrêtais, ensuite, imprégner toute ma semaine. Toute la semaine correspondait à l'hexagramme en question. Donc, parfois, je demandais à mon professeur, je lui dis non, non, un de plus, parce que si on arrivait sur un hexagramme qui n'était pas terrible, je dis, non, on continue, on travaille encore 3, 4 heures là, parce que. Donc, oui, 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 j'ai une relation, c'est évident. Mm. Et tu penses que dans tous tes tirages, t'es tombé au moins une fois sur chaque hexagramme? Ah, alors ça, je me suis jamais posé la question. Alors, je fais rapidement douze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Parce que moi, j'ai remarqué que régulièrement, j'en ai qui ressortent, quoi. Ah oui, qui reviennent plus Mm. souvent. Maintenant, je crois pas être tombée sur tous les exagères. Je pourrais pas te le confirmer, hein. Mais oui, oui, il y en a qui reviennent plus souvent que d'autres, bien sûr. Ils Mm. reviennent très fréquemment et on sent Ouais, qu'il y a ouais, une ouais, sorte de ouais, ouais, trame, en fait, ouais, ouais, ouais. avec cette tonalité, enfin, cette structure. Ouais, bah, depuis que je me suis pas isolée, mais depuis que j'ai quitté la région parisienne, j'arrête pas de tomber sur le 49. 49, c'est la mutation, la révolution, bah, c'est tout ça. Mm. Et j'habite au 49. Donc, Ah oui. bah, oui, oui, ça me poursuit, bien sûr, bien sûr. Mm. Ouais. Alors, bah, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On pourrait parler pendant des heures du I Ching parce que Oui, on pourra en parler pendant des heures, effectivement. et voilà. Et sinon, j'invite ceux qui nous écoutent bah, à aller voir tes livres, celui dont tu as parlé de vulgarisation, mais aussi les autres parce que moi je trouve que ça peut être bien
d'aller tout de suite dans quelque chose d'assez profond. Ouais, Parce ouais. que voilà, ça pousse à une forme d'exigence aussi. Et après, à la limite de, voilà, enfin, faites comme vous voulez, chacun son chemin. Mais je trouve que les deux procédés sont bien. Et puis de tester, de faire vos expériences vous-même. Et vous allez voir comment le Yetching, c'est vraiment riche et c'est très difficile de s'en passer une fois qu'on a commencé à faire des tirages. À condition de ne pas l'utiliser à mauvais escient et c'est-à-dire pour un oui ou pour un non. Oui. Et d'ailleurs, il y a un hexagramme, je crois que c'est jeune fou. Où, Hmm. à un Hmm. moment, je sais plus, il dit, je sais dans quelle partie du texte. Parce Euh, que j'ai eu deux cas, hein. J'ai eu deux cas oui, de personnes qui étaient devenues accros ah aux oui, huiles, mais de manière névrotique, hein. C'est-à-dire que pour faire le moindre achat, est-ce que je prends une huile essentielle de ça ou de ah celle-ci? oui. On interroge. De la folie, de la folie. Donc là, non, 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 non. Non, C'est bien sûr, il faut l'utiliser voilà. ben, pour des Avec raison, faut essentiels. l'utiliser avec raison et avec sagesse, avec Voilà, sagesse. c'est ça. Et puis de toute façon, le dating, quand on y en a assez de répondre, il répond donc jeune fou et il met une fois information, deux fois maman, trois fois importune. Il m'importune, oui. Voilà, c'est ça. Et là, on comprend que faut arrêter parce que un autre travers, ça peut être d'avoir envie tellement d'arriver à une certaine réponse, de faire des zigzags et de reposer une même sorte de question d'une autre manière. Et en fait, en face, bah, l'énergie, elle répond et elle le sent, quoi. Ouais, exactement. Donc, mais c'est génial à explorer et aussi à vivre toutes ces phases, à soit se positionner par rapport au Yetching et à découvrir le langage de la métaphore. Comme tu disais, des fois on ne comprend pas les réponses, mais en fait c'est qu'il y a comme une sorte de langage métaphorique et il faut décoder les symboles et les mettre en concordance avec notre réalité intérieure et extérieure. Et ça, rien que ça, je trouve que c'est un travail spirituel Tout à fait. de faire le chemin. Et donc voilà, je vous invite à aller explorer tout ce monde-là. Et est-ce que tu veux rajouter un dernier mot pour la fin? Bah, surtout que je te remercie. Je te remercie encore une fois. Bon. Euh, J'étais très heureuse et puis de voir que voilà, que tu navigues bien dans le lit. Merci Merci à beaucoup, toi, Céline. Carmen.